Bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. Samedi PM, 7 février, post-boulot, être rendu habitué, avec ma petite face, parce que j'ai encore mal à la tête, je suis encore en mode contre les microbes. Mais bon, il y a des choses pires que ça, n'est-ce pas? Alors, me voici sans lecture en cours pour le moment. En quête de, disons. Euh, Justement, ben, par contre, je viens de voguer sur la version en mode podcast de la Grande Librairie de Gustin Trapenard de cette semaine, qui parlait qui invitait plusieurs auteurs. Puis en m'en venant, j'écoutais ça, puis ça m'a fait justement, ça m'a donné envie de lire quelques livres en tant que tels, dont peut-être le tout récent inventaire de Danzig. C'est un inventaire de la basse période, quelque chose comme ça. Puis aussi le nouveau Laure Murat, qui a l'air vraiment intéressant, un petit opuscule qui est toutes les époques sont dégueulasses, quelque chose comme ça. Ça pourrait a priori avoir l'air un peu déprimant, mais c'est vraiment intéressant, ça aborde toutes sortes de sujets. Charles Dantzig va aborder plus qu'est-ce qui va mener potentiellement. Euh, il va jouer un peu sur qu'est-ce qui est qu'est-ce qui peut amener au fascisme et tout ça, mais vraiment sous forme d'inventaire, donc avec des mots en particulier, c'est pas nécessairement un essai continu. Puis, Laure Murat, elle, c'est une essayiste, puis elle va vraiment aborder le sujet de la réécriture pour se conformer aux perceptions qui évoluent à travers le temps de termes ou de réalités qui ont été exprimées d'une façon jadis par des auteurs ou des autrices qui soit étaient eux-mêmes, d'eux-mêmes auraient fait ça, puis c'est pas nécessairement en phase avec l'époque, et ou c'était aussi en phase avec l'époque, puis comment on est en mode un peu d'édulcoré. Mais c'est intéressant, c'est hyper nuancé. Fait que si jamais, je vais peut-être vous mettre le lien si je peux, là, si j'y pense, vers le podcast. Il est super intéressant. Peut-être que vous l'écoutez déjà ou vous l'écoutez pas, peut-être que ça vous dit rien pour vous, la Grande Librairie, ça vous plaît pas, mais si jamais ça vous dit, je trouve que c'est un épisode qui était quand même intéressant. Bon, on est vraiment quand même dans des discussions méta sur le langage et le fascisme et la censure et qu'est-ce qu'on fait avec le wokisme, mais je trouvais quand même que c'était nuancé. Je n'étais pas d'accord avec tout ce qui s'est dit, mais je trouvais que l'argumentaire était intéressant. Donc, ça m'a donné envie de lire ces deux livres-là, mais bon, je ne sais pas avec moi. Sinon, j'ai quand même deux livres. Un livre qui est dû pour demain à une des bibliothèques où je suis abonnée, puis l'autre qui est dû pour la semaine prochaine, donc je vais essayer de les prioriser. Alors, tout d'abord, il est celui-ci, donc qui est Hazel tout court. Donc, Hazel tout court d'Elias Green. Donc, Hazel tout court et Faille du temps. Et le sous-titre de ce livre, c'est L'étrange invention de Granny Boom Boom. Donc, une histoire où Hazel, qui va se retrouver abandonnée chez sa grand-mère, donc chez Granny Boom Boom, par ses parents qui sont archéologues puis qui sont toujours en train de voyager. Et dans le fond, elle va aller chez Granny Boom Boom, mais c'est une de ses grand-mères qu'elle n'avait jamais rencontrée. Et finalement, rendue là-bas, sa grand-mère habite dans un manoir et elle va décider, Hazel, de un peu percer le mystère de ce manoir-là. Et en essayant de trouver ça, elle va, ce qu'on comprend, percer les failles du temps. Alors voilà. Mais Elias Green, c'est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec Steam Sailor et dont je me tanne pas. En fait, c'est drôle parce que j'ai juste lu le tome 1 de Steam Sailor, mais c'est pas grave. Et sinon, j'ai emprunté le tome 2 qui vient tout juste de paraître de la série Louve, donc le manga Louve de Miyako Miya, c'est chez Le Renard Doré, donc la belle de Rue de Sèvres. Et encore une fois, je ne sais pas si je veux la quatrième. Il était une fois un frère et une sœur un peu différents du commun des mortels. Bien à l'abri au cœur du mont gémissant, un coin de nature délaissé par les humains, ces deux bergers aspirent à vivre en paix, loin des rumeurs et du tumulte de la ville. Les jours passent depuis la dernière visite à la capitale, et Our ne cesse de s'interroger au sujet du nouveau-né maudit dont lui a parlé un étrange guérisseur. Il part en quête de réponse, laissant involontairement Jouf à la merci des soldats du roi. Donc, Our, c'est le frère et la sœur. Donc, Our, c'est le frère berger et Jouf, c'est la sœur qui a une allure de loup, mais c'est sa sœur. Donc, voilà, juste pour vous montrer. Je l'ai peut-être montré aussi. Oh, ça a l'air plus violent. Je l'ai peut-être montré dans les derniers vlogs parce que ça fait pas longtemps que je l'ai de la bibliothèque. C'est juste que je ne peux pas le renouveler. Je vais te montrer un petit peu un visuel. Là. Ça, c'est quand même un peu plus chargé, mais c'est pas toujours aussi chargé que ça. Voilà. Donc,
c'est là-dessus que je suis partie. On verra pour la suite comment va s'enligner la semaine. C'est le début des Olympiques. Moi, j'aime bien ça, écouter les Olympiques. Donc, je ne sais pas si peut-être que mon temps de potentielle lecture va disparaître sous l'écoute des Jeux olympiques. Mais ben, je pense pas que ça va tout disparaître. Fait que pas besoin de vous inquiéter. Alors voilà, donc sans plus tarder, allez, on se lance ça, ce petit vlog-là. Bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 9 février. Alors, je vous reprends après, finalement, un dimanche qui fut silencieux et qui, je veux dire, par rapport au vlog, et qui, finalement, n'a pas impliqué la lecture du livre que je m'étais dit que j'allais lire parce qu'il est dû pour hier. Et c'était le fameux Hazel tout court de Ellie S. Green et potentiellement le livre, le deuxième tome de la série Louvre, donc de Miyako Miya. Parce que, ben, finalement, j'ai saisi l'opportunité d'aller à Montréal voir ma petite maman et on est allé se promener, comme vous avez pu le voir, dans une librairie que j'avais pas encore découverte. Pourtant, ça fait un bout que ça fonctionne à Montréal, mais c'est la librairie Un livre à soi qui est située sur Laurier. C'était vraiment une super librairie, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est sûr que ce sera pas la dernière fois que je vais y aller. Et vous savez que qui dit librairie indépendante en ce qui me concerne, et vous me connaissez bien maintenant, j'essaie toujours de les soutenir. Et il y a eu un petit book haul, donc un petit livre qui est allé trouver une petite maison chez ma maman, mais pour les autres, je suis allée là. Et c'est le fun parce que c'est une librairie qui a un fond standard, mais sinon, que quand même j'ai vu une bonne grosse section sur les essais, tout ce qui est féministe, une grosse section de littérature autochtone, une sélection super intéressante de bande dessinée. Ils ont évidemment la sélection un peu plus traditionnelle, mais ils ont vraiment des sélections un peu plus audacieuses, des mangas aussi, format poche, grand format, vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est comme présenté par, évidemment, il y a l'étape de nouveauté, mais il y a aussi, ma mère me le signalait hier, c'est vrai que ça fonctionne un peu leurs îlots par thématique. Là, il y avait vraiment une super belle sélection aussi qui mettait de l'avant les voix de la communauté noire à travers le monde. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, si jamais vous passez par Montréal puis c'est une librairie que vous n'avez pas encore explorée, ben écoutez, ça vaut la peine de la découvrir. C'est vraiment intéressant. Je sais qu'ils font beaucoup de lancements aussi d'événements littéraires dans le fond dans la librairie. Donc, voilà. Alors, j'ai commencé par finalement céder. Je m'étais dit que j'allais potentiellement, depuis l'apparition des nouvelles éditions poche de la collection Pôle Fiction chez Gallimard, de la série La Passe Miroir de Christelle Dabos, que j'allais potentiellement me les acheter comme un à la fois. J'avais lu, il me semble que j'ai lu jusqu'au tome 3, j'ai même pas lu le 4e tome de La Passe Miroir parce que c'était un petit peu, où j'étais juste lu jusqu'au tome 2, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette plume-là. Évidemment, c'était son premier roman qu'elle avait fait, La Passe Miroir. Il me semble qu'elle avait gagné le concours du premier roman imaginaire, je pense, chez Gallimard à ce moment-là, et a gardé la nouvelle édition de Pôle Fiction. Donc, c'est une édition collector avec un effet ici de découpe. Je ne sais pas si on le voit. Dos à l'arrière. Et en fait, c'est une édition qui se décompose ici comme ça. C'est sous forme de jaquette rigide, ce qui est super intéressant. Et ça nous donne quand même un super bel objet ici. Même dépouillé. Dans le fond, un super bel objet livre. Je ne sais pas si je vais arriver à focusser, ça va être compliqué. Voilà. Et même à l'arrière. Donc,
Donc voilà, donc ça, je l'ai déjà lu. Ça va pas nécessairement dans ma pile à lire, mais je trouvais que c'était une superbe édition qui n'est pas donnée, mais je trouve que le travail qui a été fait sur celui-là, c'est super intéressant. Évidemment, à l'intérieur, on est vraiment plus en mode édition de poche, papier recyclé, mais même la mise en page est quand même intéressante et tout. Donc, ça, c'était un achat pour ma collection, entre guillemets. Parce que oui, je vais utiliser cette excuse-là des éditions poche de collection, dans le fond, pour potentiellement relire la passe miroir, dans le fond, vu que je m'étais arrêtée en plein milieu. Puis depuis ce que j'ai lu de Christelle Dabos, ça m'a tellement plu que ça me donne envie de me replonger dedans. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai également trouvé tout près de la caisse, j'imagine que ce sont des grands amateurs de la grande librairie parce qu'il y avait justement le petit essai de Laure Murat dont je vous ai parlé. J'ai écouté un épisode de podcast de la grande librairie et c'était un essai qui s'appelle Toutes les époques sont dégueulasses. Donc c'est celui-ci. Et c'est un essai qui se questionne concernant la réécriture des classiques ou de certains best-sellers pour éliminer tout élément de racisme ou de discrimination ou de sexisme. Et dans le fond, voilà, elle se pose la question là-dessus. Puis je trouvais que dans son entrevue, en tout cas, la réflexion était super nuancée. Et puis, ben, c'est un petit opuscule de... C'est pas très long, je sais même pas, 77 pages environ. C'est publié aux éditions Verdi dans la collection Les Arts de lire. Puis j'ai tellement aimé ce que j'ai entendu que ça me donnait envie de lire. Puis il l'avait, donc super intéressant. Après, je vais vous montrer un exemple de sélection de BD. Dans ce cas-ci, je pense que c'est BD. Qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça, je l'ai rarement vu en librairie. Peut-être à la librairie où je vais, là, à la librairie Le Furteur, peut-être c'est le genre de sélection qu'ils ont, mais dans les autres librairies, même indépendantes, souvent, ils vont peut-être pas oser aller jusque-là parce qu'ils sont peut-être pas sûrs d'avoir une clientèle pour ça. Mais c'est cette drôle de proposition-là graphique qui s'appelle La conquête de la Terre par les chats. Et c'est d'Alberto Monte. C'est publié chez Ça et Là. Et à l'intérieur, ça ressemble à ceci. Et ce que ça dit en arrière, c'est « Les chats, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Comment ces gros feignants ont-ils fait pour convaincre les hommes de les nourrir? » Alberto Monte lève le voile sur cet insondable mystère dans un essai documentaire rempli d'informations parfois véridiques. Découvrez enfin l'incroyable histoire des chats, de leurs origines jusqu'à leur prise de contrôle de la Terre et de leur asservissement de l'espèce humaine. Fait que même si a priori ça peut avoir l'air, bon, encore une histoire des chats, mais c'est super intéressant. Puis je regardais vraiment. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire. Bon, vraiment, moi, je suis Madame Chat, mais ce que j'aime, c'est que visiblement, ce sera pas. Les chats n'auront pas nécessairement le meilleur rôle. En tout cas, si on se fie à la couverture. Et je ne suis pas sûre que c'est non plus un essai qui va complètement détruire les chats. On est vraiment dans l'ironie et tout ça. Donc, voilà. Et sinon, c'est aussi une librairie qui a des livres en dépôt et quelques fanzines. Donc, des éditions qui sont faites en édition limitée et que les auteurs ont monté à compte d'auteurs qui viennent déposer en librairie pour achat. Et celui-là, c'était à la caisse et j'ai trouvé ça super intéressant. De ce que je comprends, c'est une espèce de recueil de poésie. Je ne connais pas le concept en fait, mais je crois que c'est un titre et que ça s'appelle Boule de flèche. Alors, ça se présente comme ceci. Un petit opuscule. Et ça a été comme créé, en fait, le contenu et le format par l'atelier Manche Camion. Et c'est un atelier qui est, je crois, composé de, il me semble que c'était indiqué ici, Mathieu Parent, Jean-Benoît Duval, Éliott B. Lafrenière. Voilà. Et ben, ça se présente comme ceci à l'intérieur. J'adore ça. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Je pense qu'à l'arrière, il indique c'est quoi boule de flèche. Ça dit que c'est une représentation qui est développée au début des années 70 par l'écologiste Pierre Dansereau. Dans le fond, selon la représentation, cette représentation-là, l'écologie constituerait un espace où circulent, interagissent et s'interpénètrent la matière, l'énergie et l'information, et suivant un processus complexe qui relie les motrices de différents niveaux trophiques. J'imagine que c'est en s'inspirant de ça qu'ils ont créé, dans le fond, le fameux livre. De ce que je comprends, c'est que... Dans le fond, Mathieu Parent, j'avais nommé, je pense au début, donc, Mathieu Parent, qui est la poésie de Mathieu Parent. Et après ça, je pense qu'au niveau de l'art, il mentionnait qui faisait quoi. Donc, poète Mathieu Parent.
Jean-Benoît Duval, entomologiste, parce qu'il y a des représentations de papillons, entre autres, là, dans le... Et ensuite, on a... J'ai vu l'autre nom. Eliott B. Lafrenière, qui est contrapontiste. Et conçu par Duval. Qu'est-ce qu'ils sont? Jean-Benoît Duval. Ça, c'est les dessins. Qui a dessiné aussi, dans le fond, la représentation de papillons. Bref, je ne vais pas trop en lire pour comprendre le concept, mais ça avait trop l'air intéressant. Regardez celui-ci, je vais vous laisser peut-être en prendre connaissance. En fait, ça dit « La plage se vide de peur, grise de ta gêne, débarquée. » Je trouve ça superbe. Donc, voilà, pour cet opuscule-là, auquel je n'ai pas pu résister. Alors, ça, c'est le mini book-haul de soutien à cette nouvelle librairie que j'ai visitée. Sinon, comme j'avais à faire un déplacement hier à Montréal et que je ne suis pas fan de ces trajets-là parce que c'est des trajets qui me stressent, pourtant j'ai vécu longtemps à Montréal, mais j'étais pas en voiture à l'époque, donc voilà. C'est pas des trajets qui me relaxent, disons, au volant. Et je m'étais dit, ça me prend absolument une lecture audio, au moins pour que mon focus soit sur autre chose. Mais là, je sortais d'une espèce de lire de roman policier. J'en ai plein d'autres que j'aimerais lire aussi. Puis là, je me suis dit, ça me prendrait quelque chose d'un peu plus léger, mais je ne l'ai pas nécessairement aller dans le cozy mystery. J'ai essayé d'aller dans la littérature québécoise, dans les romans jeunesse peut-être, mais j'avais besoin de quelque chose qui allait me captiver et en quelque part m'apaiser. Et là, je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai, pourquoi je pourrais peut-être poursuivre en février également, puis on verra pour les restants des mois, je ne m'obligerai pas. Je pourrais poursuivre le fameux défi Read Christie 2020, Read Christie 2026, qui est l'espèce de défi lecture là, qui est proposé, comme je vous ai déjà expliqué dans le passé, par le compte officiel des écrits d'Agatha Christie. Donc, ils ont fait cette année, à chaque année, ils font une espèce de thématique qui fait en sorte que ça propose de lire un livre par mois selon un critère particulier. Cette année, c'est moins clair, c'est comme les meilleurs et les plus grands. Je pense que c'est Best of ou je me souviens plus trop. Bref, la dernière lecture qu'on a faite, c'était en janvier et celle qui était proposée, c'était de Seven Dials Mystery. Pour le mois de février, je pensais que j'allais peut-être lire d'autres livres parce que il proposait aussi comme lecture alternative tous les livres de Tommy et Tuppence Beresford, comme c'est février, le mois de l'amour et tout. Tommy et Tuppence, qui est un couple mythique, qui a eu, je pense, 4 livres seulement écrits par Agatha Christie, mais qui sont mes préférés. J'adore ces personnages-là. En fait, j'adore Miss Marple et Hercule Poirot aussi, mais je trouve que la dynamique de Tommy et Tuppence est tellement intéressante. Puis là, ben, en fait, c'est que les Tommy et Tuppence, je les ai relus un peu moins longtemps parce que ben, dans les autres défis lecture d'Agatha Christie que j'ai fait dans les dernières années, mettons 4-5 dernières années, j'avais choisi de lire ceux-là volontairement selon leurs contraintes de lecture et tout. Donc, j'ai décidé d'y aller avec la lecture qui était suggérée, qui était une lecture dont je me souvenais vaguement. Ben, c'est-à-dire, je m'en souviens quand même pas mal. Ben, là, plus je la lis, puis plus je m'en souviens. Je me souviens plus de l'adaptation, finalement, télé que du livre, mais c'est... Et là, c'est une affreuse couverture, en tout cas. C'est Mrs. McGinty's Dead. Et donc, c'est un Hercule Poirot. C'est un Hercule Poirot où on va retrouver Hercule Poirot qui va essayer de, à la demande d'un inspecteur, l'inspecteur Spence, je pense, avec qui il a déjà travaillé dans le passé, qui va dire à Poirot, écoute, je m'en vais à la retraite bientôt, j'ai travaillé sur une enquête, puis donc l'enquête qui entoure la mort brutale de Mrs. McGinty, qui a été retrouvée morte et tuée par un objet contondant, par un gros coup méchant en arrière de la tête. Donc, une grosse ouverture de crâne. Donc, c'est pas super. Et ben, en fait, elle, c'est une femme un petit peu ordinaire qui faisait des ménages pour survivre, puis qui avait qui accueillait des gens, dans le fond, à la maison comme logeur. Et il y avait un logeur, justement, qui s'appelle James Bentley, qui habitait chez elle et qui a finalement été arrêté pour soupçonner du crime. Cette femme-là cachait de l'argent en dessous du plancher. Finalement, ce jeune homme-là était un petit peu étrange comme personnalité. Fait que déjà, les gens étaient un petit peu comme... avaient tendance à le soupçonner un petit peu plus. Puis en plus, il me semble que l'argent était retrouvé dans sa chambre ou je sais pas trop quoi. Il a toujours dit que c'était pas lui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Fait que là, il est arrêté, il est condamné à mort, mais il n'a pas encore été exécuté. Je vous rappelle qu'à l'époque, la condamnation à mort était quelque chose qui était dans le système britannique. Donc, il n'a pas encore été exécuté. Et ben là, dans le fond, Spence s'en va bientôt à la retraite. Puis ça le titille parce que même si toute l'enquête qu'il a faite avec rigueur pointe, les évidences pointent vraiment vers le jeune homme,
il est allé dire à Poirot: «Écoute, je sais pas trop comment t'expliquer ça, mais j'ai pas l'impression que c'est lui qui l'a fait. Mais j'ai absolument rien pour prouver que ça pourrait potentiellement pas être lui. Juste comme un genre de gut feeling. Puis là, je m'en vais à la retraite, puis je envie de traîner ça avec moi, genre de un cas de potentiellement un innocent qui finalement a été condamné et en plus exécuté, parce qu'à l'époque, c'est ce qui se passait, si t'es condamné, tu vas mourir. Euh, Puis c'est pas pourtant un inspecteur qu'on sent qui est très, mettons, sur l'intuition, là, tu sais, c'est comme un peu comme à son corps défendant qui va en se disant, mais je peux pas ne rien faire. Poirot, dans celui-là, Poirot, il est à la retraite, c'est passé sur son début de retraite, il commence à se sentir un peu plus oublié de la société, il n'y a pas beaucoup de cas, il voit plus Hastings depuis longtemps parce qu'Hastings est marié, tout ça. On sent qu'il est vraiment dans la grosse solitude. Puis c'est correct, il s'est fait une façon de justement s'en sortir et tout. Mais on sent que il aurait le goût d'être encore utile. Fait que quand l'inspecteur Spence lui dit ça, il commence à y parler un petit peu du cas. Ben, en fait, Hercule Poirot est assez comme titillé quand dans sa curiosité, il se dit: ah, ben, OK, mais c'est intéressant de voir ça. Puis il dit juste à Spence: ben, si jamais avec mes enquêtes que je vais faire potentiellement, je découvre que finalement James Bentley est coupable, qu'est-ce que tu vas faire? Puis le policier dit: ben, c'est correct, dans le sens que c'est juste que j'ai l'impression que je peux pas avoir. J'ai l'impression que c'est pas lui, puis je peux pas au moins vous demander de faire plus que moi pour voir au cas où j'ai échappé quelque chose dans l'enquête. Fait que Poirot va se rendre dans cette espèce de petit bled-là où le meurtre a eu lieu pour, ben, dans le fond, sous prétexte de rouvrir l'enquête. Puis il va lui donner toutes sortes de raisons pour justement essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est quand même un meurtre qui s'est passé, je pense, il y a 5 mois. Fait que la piste est vraiment froide. Et puis, c'est ça, dans le fond, il va commencer à rencontrer les gens qui sont impliqués. Plus ça va aller, puis plus il va finir par en apprendre un peu plus sur Mrs. McGinty. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans ce roman-là, c'est un roman où Hercule Poirot dit, pour une fois, c'est pas la victime qui m'intéresse, c'est le meurtrier. Parce que la victime semble assez sans histoire. Puis, dans le fond, Poirot, il dit, habituellement, les meurtriers, dans le fond, c'est en raison de comment la victime est, potentiellement, que le meurtre va avoir eu lieu. Mais là, c'est comme si c'était un meurtre qui renverse un peu la façon de voir les choses. Donc, on va le suivre. Il va commencer tranquillement à fouiller. Ça va commencer à déranger. Et c'est vraiment une enquête où Poirot peut potentiellement être en danger parce qu'il soulève beaucoup de roches qui n'avaient pas été soulevées depuis longtemps. Et ça dérange beaucoup. Donc, je l'aime énormément, ce livre-là, finalement. Et en plus, je l'écoute en livre audio avec les versions qui est lu par mon inoubliable Hugh Fraser, qui en fait, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, c'est pour ça que je ris, là, mais c'est parce qu'il y a un bout, quand je disais beaucoup d'Agatha Christie, j'arrêtais pas de vous dire que j'écoutais les versions par Hugh Fraser. Donc, Hugh Fraser, qui est le comédien, qui est un comédien qui a fait plein de choses, dont, entre autres, a incarné Hastings dans la télésérie, en fait, les adaptations télé qui ont été faites d'Hercule Poirot, dans lesquelles Hercule Poirot était interprété par David Suchet. Donc, c'est super intéressant. C'est un excellent lecteur de livres audio. Il joue vraiment bien. En plus, il a vraiment pris il met vraiment de l'avant, en fait, l'interprétation que David Suchet a fait de Hercule Poirot. Il l'imite pas vraiment, mais il fait comme un genre de vraiment un hommage. Il a vraiment bien saisi qu'est-ce que David Suchet mettait de l'avant dans le personnage. Fait que ça fait drôle d'entendre Hastings nous raconter l'histoire avec la voix de David Suchet, son interprétation de la voix de David Suchet pour Hercule Poirot. Bref, j'en profite, ça me fait vraiment plaisir et ça m'a bien aidé hier dans mon trajet vers la ville. Et enfin, désolée pour le bruit, là, j'ai un lavage en cours puis ma laveuse est un petit peu intense en ce moment. Et enfin, ben là, écoutez, techniquement, aujourd'hui, je voulais faire un rattrapage parce que hier, finalement, j'ai été plus sur la route que prévu. Je voulais me faire un rattrapage tranquille de Booktube comme mes lundis habituellement. Mais là, ben c'est ça. C'est sûr que le Ezo Tuco est encore dû pour hier. Idéalement, il aurait fallu, de façon responsable, que j'aille au moins passer à la bibliothèque. C'est juste que ça me fait 2 heures de voyagement. Fait que soit que je m'assois puis je le lis. Ce matin, c'est 176 pages, mais genre écrit hyper gros, là. Fait qu'à mon avis, en 1h30, je l'ai lu. Soit que je m'assois puis je lis, parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Ou de toute façon, je prends ma voiture puis je vais le porter à la bibliothèque. Donc, c'était pas prévu, mais donc, je finirai le Agatha Christie. Puis je ferai un petit blitz peut-être de Booktube après. Mais voilà. Donc, long segment finalement, mais ça faisait un bout qu'on ne s'est pas pris. Puis, ben voilà. Maintenant, vous savez tout sur où j'en suis dans ma semaine. Donc, ben, à tantôt! Coucou vous autres!
Alors, ben finalement, ma journée se passe autrement. J'ai décidé de faire encore un peu de contenu pour Instagram, puis j'ai décidé d'assumer que c'est rare que je fais ça, puis je me sens super mal. Que ben mon livre en fait est en retard, puis ben je pense que je vais aller le porter soit demain ou mercredi. J'avais pas nécessairement envie de le lire maintenant, fait que je me suis dit, est-ce que je vais vraiment gâcher mon expérience en me disant que je vais le lire maintenant parce qu'il faut que je le rapporte, que ça va me faire 2 heures aller-retour de transport pour aller rapporter le livre, tandis que bon, demain je suis au travail, donc je suis plus proche un peu de la bibliothèque. C'est pas celle où je travaille, là. Puis je pourrais peut-être aller le rapporter après le boulot, donc voilà, ça c'est ce que je me dis pour me justifier, mais je suis partie sur d'autres choses. Je continue quand même la Agatha Christie. Je vais faire un petit peu de... J'ai des courses à faire vraiment plates, là. Puis après ça, ben, je vais me lancer finalement dans les vlogs que j'avais pas nécessairement commencé. Donc, ben, des fois, c'est comme ça, hein. Vous savez, les congés. On se dit qu'on va faire 850 000 affaires, puis finalement, on fait ce qu'on a à faire à ce moment-là, puis c'est bien correct. Alors voilà, c'est le petit update confession. À tantôt! Hello, j'espère que vous allez bien. Pense il y a 2 ans. Donc il y a l'équipe des dragons, la mienne, et je suis trop contente, j'adore les dragons. Si vous ne le saviez pas, je trouve que c'est tellement une créature intéressante à explorer. Habituellement Michael McDowell, ce à quoi en tout cas il nous a habitués avec ses précédents. Mais je sais pas, il me manque un truc pour l'instant. Une famille assez aisée à New York qui aimerait un petit peu nettoyer certains quartiers. Et de l'autre côté, on a une autre famille qui, elle, justement, est une grande famille de criminels. Et ça va un peu on va être un peu dans l'opposition entre ces deux clans. Voilà. Et bonsoir vous autres. Alors, on est le mardi 10 février. Et je vous reprends parce que j'ai terminé l'écoute aujourd'hui de... Je ne sais pas si je l'ai encore ici. Oui. Du fameux Mrs. McGinty's Dead. Donc, d'Agatha Christie, qui est une enquête qui met en scène de façon assez brillante et satisfaisante Hercule Poirot. Et c'était vraiment excellent. Bon, ça m'est revenu finalement, là, quand même. Ça faisait pas si longtemps que j'avais vu l'adaptation, finalement, qui avait été faite au niveau télévisuel. Donc, comme je vous disais, qui mettait en vedette David Suchet dans Hercule Poirot. Mais bon, c'était super intéressant. Ce roman-là, il est intéressant par sa structure, ce que ça implique aussi un peu comme mécanisme, c'est-à-dire qu'on est avec Hercule Poirot, comme je vous expliquais, qui est interpellé pour un peu sauver un cas in extremis. Dans le fond, une enquête qui a eu lieu pour un meurtre qui a eu lieu depuis quelques mois. Donc, la piste est froide. Bon, Hercule Poirot a déjà géré des pistes plus froides que ça, là, on s'entend. Mais la piste est froide. Et c'est un policier qui fait appel à Poirot, mais c'est pas Jap, donc c'est le fun. Et il fait appel à Poirot parce que c'est pas parce qu'il a pas trouvé, c'est juste qu'il y a eu un instinct, comme je vous disais, qui fait qu'il a l'impression que c'est qui s'est un peu planté, qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. Puis c'est quand même assez rare dans les policiers. Souvent, les policiers dans Hercule Poirot, souvent, ça va être des policiers qui ont comme... Bien, souvent, ils ont comme une espèce de double personnalité. Ils sont finalement plus intelligents qu'ils ont l'air. Ou alors, ils comprennent rien d'emblée. Mais ce policier-là a l'air de faire son travail tout à fait correctement, mais a eu comme un peu le côté... un peu d'humilité, assez pour dire qu'il avait besoin d'aide, ce qui est assez rare quand même. On s'entend dans un roman du Golden Age, du roman policier à cette époque-là. Et donc, Hercule Poirot se retrouve à, oui, aller sur place, enquêter, poser des questions, essayer d'apprendre à connaître tous les gens potentiellement qui sont impliqués. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas exactement qui sont les gens qui sont impliqués. Parce qu'il y a, qu'est-ce que l'enquête de police va souligner, une espèce de nombre restreint de personnes, dont entre autres la fameuse Mrs. McGinty, qui est morte de façon atroce, et l'accusé, James Bentley. Mais après ça, c'est des gens, donc Mrs. McGinty, c'était une veuve, James Bentley, sa mère est décédée, il n'y avait pas d'autre famille. Ça faisait vraiment un cercle restreint. Évidemment, quand Hercule Poirot arrive là, il finit par comprendre que ce cercle, finalement, n'est peut-être pas aussi restreint que ça. Puis il finit par découvrir des choses sur la personne qui est décédée,
quand je vous disais que c'était un roman policier qui disait, Hercule Poirot, que ce qui était intéressant, c'est de s'intéresser à la personne qui commet le meurtre plutôt qu'à la personne qui est assassinée dans ce cas-ci, ce qui n'est pas l'approche habituelle. Bien, c'est le cas, mais en même temps, Hercule Poirot nous amène quand même dans une espèce de découverte de la personne morte qui, a priori, pendant un très long moment, va présenter vraiment aucune aspérité. Donc, il n'arrive pas vraiment à avoir un ancrage pour essayer de voir au-delà de ce que les gens ont pu dire de cette femme-là, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, il n'y a absolument aucune non plus prise pour essayer de faire changer le vent un peu dans tout ça. C'est pas qu'il cherche à innocenter James Bentley, mais il cherche à juste s'assurer qu'il n'y a pas rien qui a été mis de côté. Il y a également un jeu de secret du passé. Et c'est très clairement mis de l'avant à un certain moment. Je ne sais pas trop vous en dire, je ne vais pas trop vous divulgacher. C'est très clairement mis de l'avant de la scène, disons, je dirais à peu près au tiers du livre. Puis là, ben, à ce moment-là, ça va faire débouler un peu les choses parce que Hercule Poirot va envisager plusieurs possibilités. Il va envisager, disons, un nombre d'acteurs beaucoup plus important, une scène plus vaste peut-être que ce qui était prévu. Et ben, nous autres, comme lecteurs, au fur et à mesure de son enquête, on va finir par douter un peu de tout le monde. Évidemment, c'est un Agatha Christie, donc surtout les Hercule Poirot. On n'a pas, nous, comme lecteurs, toutes les clés en main. Donc, oui, c'est quand même Hercule Poirot qui, à la toute fin, va encore une fois rassembler toutes les personnes impliquées dans une seule pièce et pointer vers différentes personnes pour finalement en arriver à pointer vers la personne qui a commis les meurtres ou le meurtre. Et après ça, on a une espèce de petit épilogue un petit peu qui est comme la suite un peu des choses pour les personnes impliquées qui n'étaient pas finalement les personnes coupables. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. On dirait que c'était comme... En plus, c'est un Hercule Poirot où Hercule Poirot souffre, entre guillemets, parce qu'il se ramasse dans un environnement où il ne peut pas retrouver le luxe auquel il est habitué, le contrôle sur son environnement auquel il est habitué. Fait que ça, c'est intéressant de voir Hercule Poirot pris dans une situation où il faut qu'il fasse quand même avec une situation dont il ne contrôle pas toutes les variables. Il y a une petite intervention d'Ariadne Oliver, donc, qui est un peu l'alter ego d'Agatha Christie, qu'on aime beaucoup avec son intuition féminine, dont Hercule Poirot rit beaucoup, mais ça finit toujours par faire un peu débloquer les choses pour Hercule Poirot. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là. On est quand même toujours au niveau des motifs, dans le fond, on est quand même toujours dans des préoccupations qui sont assez à la base, disons, des motifs classiques, entre guillemets, pour les meurtres. Mais en même temps, il y a comme une certaine part d'humanité, puis une certaine part d'empathie pour des vies qui ont été touchées par quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, puis sur lequel ces personnes-là n'ont pas vraiment eu de contrôle, et qui va potentiellement avoir eu un impact sur leur vie par la suite des choses, puis qui va avoir teinté beaucoup des décisions qui ont été prises ensuite par leur propre personne. Donc, il y a quelque chose là-dedans, même si, évidemment, que on ne peut pas être d'accord avec tout ce que ces personnes-là potentiellement vont avoir pris comme décision ou on va avoir fait comme action par la suite. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de trouver profondément humain, profondément faillible, donc un peu profondément propice à ce qu'on a un peu d'empathie malgré tout. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pas un format, tu sais, j'ai dit, bon, c'est une structure intéressante, c'est pas une structure novatrice, mais c'est moins une structure classique quand même de Agatha Christie. On arrive, puis en fait, le meurtre c'est déjà déroulé, c'est techniquement bouclé. Ça me fait un petit peu penser peut-être a priori avec peut-être comme je ne suis pas coupable, je pense. Je vous mettrai peut-être la vignette. Parce que dans ce cas-là aussi, c'est une mort qui est déjà arrivée. On essaie de renverser une décision judiciaire qui s'en vient ou potentiellement une condamnation. Encore une fois, les personnes condamnées, dans ce cas-ci James Bentley, sont des gens qui ont soit une certaine apathie, en tout cas dans ce cas-ci, mais qui n'ont tellement pas eu confiance en eux qu'ils ont pas, comme ils ne sont pas combatifs. On comprend potentiellement que c'est peut-être pas eux qui l'ont fait, ou on ne sait pas trop si c'est eux ou pas eux, mais c'est comme s'ils sont comme résignés à leur sort.
Donc, c'est spécial de voir Poirot se démener à ce point-là pour essayer de les sauver un peu d'eux-mêmes. Bien, du système d'abord, bien entendu, et d'eux-mêmes. Mais surtout, pour Poirot, c'est toujours l'objectif premier, c'est vraiment de découvrir la vérité, quelle que soit la vérité. Donc, fort intéressant, fort habile quand même, celui-là, si jamais ça vous dit. On n'est pas, comme je dis, dans les coups de théâtre d'innovation, mais c'est intéressant. C'était suffisamment une petite variation sur un thème un peu moins connu pour que ça puisse peut-être intéresser des gens qui ont envie d'oser un peu plus que les romans un peu plus standards, disons, d'Agatha Christie qu'on connaît. Voilà. Sinon, j'ai commencé la lecture hier, finalement, du livre qui était en retard. Puis je me sens super mal. Je suis tellement quelqu'un qui n'est pas habitué de mettre les choses en retard, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? En plus, ce soir, la neige a commencé. Je mettrai des petites images tantôt. C'était pas un bon moment pour aller porter ça, donc ça va aller dans 2 jours, mais c'est la vie. Alors, voilà, c'est celui-ci qui est Ezel tout court. Et les failles du temps. Donc, l'étrange invention de Granny Boom Boom d'Ellie S. Green. Et c'est publié chez Rajo. Et je vous en ai parlé. Et à date, j'aime vraiment ça. Vraiment, ça se lit tout seul. C'est des chapitres super courts. C'est vraiment aéré. C'est clairement du jeunesse. Puis je vous disais 176 pages parce que hier, j'ai juste pas eu le temps. Mais comme je pense qu'en 5 minutes, j'ai réussi à lire 5 chapitres. C'est des chapitres courts. Moi, je suis rendue au chapitre 7. Je suis rendue à la page 44. Donc, j'ai déjà comme plus que le tiers. Non. 176, 44, 50, 150. Wow. En tout cas, bref. Hein? Bon. Puis c'est vraiment intéressant. J'adore Hazel. On comprend. Le contexte est planté bien vite. Bien sûr que ce sont des personnages qui sont assez typés, mais ce qui est intéressant dès le départ, c'est qu'on nous présente les personnages en potentiellement nous donnant un peu des pistes peut-être sur qu'est-ce qui va se passer, mais je trouve ça quand même intéressant. Là. Des fois, pour la jeunesse, c'est intéressant aussi d'avoir les personnages comme ça qui sont présentés, puis un peu leur rôle dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est recommandé pour quel âge, mais je vous dirais pour quel niveau de lecture, ça se lit extrêmement bien. Extrêmement accessible. À date, les personnages, comme je vous dis, sont tous attachants à leur manière. Donc, à la fois Hazel, ses parents, même s'ils fuient. À date, la Granny, qu'on n'a pas vu encore beaucoup, est intéressante. On rencontre un majordome qui est fort sympathique. On a rencontré Dr. Lapin. Docteur, c'est pas ça son nom. Docteur. Il en est au début. C'est pour ça que je me demandais si c'était à la 4e de couverture que j'avais lu là-dessus, mais non, c'est parce que j'ai lu les personnages. Docteur Croton, qui est le lapin de compagnie, mais surtout l'assistant de Granny Boom Boom. Donc, parce que c'est un lapin qui a un QI de 147. Alors, on voit un petit peu dans quoi on s'en va. Il y a déjà des péripéties qui commencent à se passer, évidemment. C'est un livre court, puis on est vraiment dans du jeunesse. J'ai l'impression que c'est peut-être du 8-10 ans. Donc, il faut que ça roule assez vite, mais à date, je suis totalement en phase. Je trouve que le rythme est totalement adéquat. Je ne sais pas si ça va se maintenir, mais jusqu'à maintenant, je m'enligne potentiellement pour une lecture excellente. On va voir si ça va aller dans l'au-delà de l'excellence. Mais je suis complètement convaincue par ce que propose Elias Green en ce moment. Donc, ben voilà. Je vais le lire et je vous en parle sous peu. Et puis, ben, c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour le moment. Donc, ben, à tout de suite! Qui viennent d'Afghanistan, qui ont fui leur pays, qui parlent pour la mère, le père parle français, ou anglais. Ah, zut.
littéraire de vous demander d'où viennent les tropes qui sont proposés pour un livre. Est-ce qu'ils viennent de l'auteur? Est-ce qu'ils viennent de la maison d'édition? Ou est-ce qu'ils viennent d'autres lecteurs? Bonjour vous autres! Alors, me voici en mode studio mobile, en course contre la montre pour qu'il y ait un petit peu de luminosité qui reste. J'espère que ça va quand même être gérable pour vous autres comme image. Parce que je viens tout juste, in extremis, de terminer le fameux Ézil tout court et les failles du temps, l'invention de Granny Boom Boom, non, l'étrange invention de Granny Boom Boom, d'Ellie S. Green, publié chez Rajo. Tout juste avant de devoir aller le rapporter à la bibliothèque. Et c'était excellent. Un coup de foudre complet. C'était tout ce qu'on peut, tout ce qu'on souhaite en fait d'un roman d'aventure jeunesse. C'était, mon Dieu, rempli de péripéties, chapitres courts, rythme haletant, personnages singuliers. J'ai trouvé ça super intéressant parce que ça tourne, bon, bien évidemment, ça tourne autour de la science et la croyance en la possibilité de potentiel voyage dans le temps. Et ben, c'est ce qu'on va découvrir, c'est ce qu'Ézil va un peu découvrir finalement au cours de son espèce de séjour un peu particulier qu'elle va faire. Et elle va se promener en fait potentiellement d'époque en époque. Je ne vous dirai pas pourquoi ni comment. Et ça pourrait être, disons, une formule connue, de voyage dans le temps un peu et tout ça, mais c'est super intéressant parce que en arrière-fond de ses pérégrinations dans le temps, elle a une mission quand même assez urgente qui, a priori, au départ, semble mineure et accidentelle, mais qui finalement va devenir quelque chose qui est en lien même avec l'histoire de sa famille, comment sa cellule familiale a évolué à travers le temps, comment elle est en ce moment. On va comprendre un petit peu plus du passé de Granny Boom Boom. On va comprendre l'apport précieux de fameux Dr Crouton, donc le lapin. Les personnages sont crédibles, même s'ils sont saugrenus. Les pérégrinations scientifico-temporelles sont crédibles également, même s'il faut quand même y croire. Mais c'est super bien construit, ça fonctionne. Il y a plein d'allers-retours à différentes époques, donc ça stimule un peu notre cerveau. Il y a des menaces, il y a des courses-poursuites, il y a des imprévus, il y a des dilemmes éthiques. Il y a des grands coups d'émotion, des grosses décisions à prendre. C'est excellent. J'ai pas pu lâcher. Ben là, oui, j'ai pas eu le choix là, parce que je ne l'avais pas en livre audio ni en livre numérique. Parce qu'il n'est pas encore disponible en livre audio. Mais ça se lit super bien. La mise en page est aérée. Je vous dis, là, je vous dirais que ça s'adresse, à mon avis, à du peut-être 8-11 ans, même 8-12 ans. C'est une héroïne qu'on peut pas faire autrement que d'aimer. C'est une héroïne qui est un peu sans peur, qui a un bon gros caractère, mais qui finalement a un cœur à la bonne place et qui va apprendre bien jeune à un peu le principe que qui ne risque rien n'a rien, mais pas la fin justifie les moyens. Donc, c'est ça, super intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi que, oui, on a un peu la prémisse un peu standard là, d'un enfant dont les parents sont un peu moins là, qui a un tempérament aventureux, qui écoute pas trop les consignes, ose prendre des risques. Ça, on connaît bien ça. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait quand même des figures adultes qui, parce que dans le fond, quand on a un enfant comme ça, c'est un enfant qui agit un peu plus comme un adulte, même si c'est dans un corps d'enfant, puis qui a encore des émotions d'enfant. Mais on a aussi des adultes qui ont, disons, une certaine curiosité et capacité d'émerveillement et
détermination à la limite de l'obstination qui pourrait être vraiment en lien avec l'enfance. Donc, c'est intéressant parce qu'on a comme un peu le pendant, en fait, de l'enfant adulte aventurier. On a l'adulte enfant déterminé. J'ai vraiment adoré ça. C'est clair que je vais me l'acheter. Je l'avais vu chez Indigo quand j'étais allée me promener pour faire du repérage. Je me souviens plus quand. Pas longtemps après le Nouvel An parce que j'étais fière de ne pas avoir rien acheté. Mais ben là, ça va rentrer dans la bibliothèque sans attendre. Ce livre-là, c'est trop excellent. Je le relirai avec plaisir. Elias Green, tout ce que j'ai à dire. Ça m'étonne pas parce que le premier tome de la série Steam Sailors que j'ai lu m'avait vraiment plu. On est encore avec une héroïne féminine qui n'a pas froid aux yeux, mais qui en même temps n'est pas, comme je vous disais, un bloc monolithique de super-héroïnes et tout ça. C'est absolument des héroïnes qui ont des failles aussi, qui ont des émotions, mais que ça ne les empêche pas de trouver en elles, en fait, une certaine force, une certaine capacité à se dire « OK, je me sens pas super sûre de moi, mais je pense que je suis capable quand même de me lancer dans quelque chose ou de prendre des décisions qui sont requises et tout ça. » Donc, voilà. J'ai adoré ça. Je suis encore comme une espèce de bulle trop heureuse d'être dans cette bulle-là. Et aussi, j'ai commencé une autre lecture, donc une lecture audio, absolument par hasard, parce que je me promenais dans les livres audio qu'une de mes bibliothèques à laquelle je suis abonnée me propose. Et j'ai vu la version audio du livre La théorie du bourdon de Paul Joubert, que je connaissais pas, qui pourtant est un poète bien connu, en tout cas en France. J'ai pas vu passer même le livre, ça m'étonne, parce qu'il est paru, je pense, l'année passée. Et c'est un petit livre audio d'environ 3 heures et qui est lu par l'auteur. Et je suis super contente de l'avoir découvert. Puis là, ben, peut-être que je suis 2 trains en retard parce que tout le monde le connaît, parce que moi, je ne le connaissais pas. Parce que c'est une plume à la Mathias Malzieu. Potentiellement une plume dans, je dirais, elle me fait un peu penser, même à la limite, à la Christian Bobin dans La folle allure, à la Mathias Malzieu dans Le plus petit baiser jamais recensé. À la limite, tout ça avec un petit fond peut-être de pénac dans Messieurs les enfants. Il y a quelque chose, en tout cas dans cette plume-là, que j'adore. Elle est très poétique. On va retrouver un jeune garçon qui s'appelle Peter, qui évolue avec ses amis, dont une certaine Amandine et d'autres dont je ne me souviens pas des noms, et qui, ben, dans le fond, sont des enfants qui ont des super pouvoirs. Il y en a un qui court super vite, mais il y en a une qui, ben, en fait, Amandine, c'est dessiné, puis ce qu'elle dessine prend forme. Évidemment, on comprend qu'on est un peu comme dans l'imaginaire, sauf que Peter, lui, il s'est volé. Donc, en fait, il s'est littéralement volé. Donc, il peut aller se promener un petit peu et tout ça. Et bon, voilà, on va les voir évoluer. Puis, on suit en fait la vie de Peter, de son enfance jusqu'à potentiellement, là, je suis rendue à l'âge adulte. Et c'est super intéressant parce que, évidemment, c'est pas anodin que le jeune garçon qui s'est volé s'appelle Peter. Ça ressemble pas mal à un petit quelque chose de Peter Pan parce que c'est un jeune garçon qui n'a pas nécessairement envie de devenir adulte. Il n'a pas envie de perdre ses super pouvoirs. Puis là, quand je dis ça comme ça, on dirait vraiment quelque chose qui est dans du fantaisisme. On est vraiment dans du réalisme magique parce que on est vraiment dans la réalité, en fait. Donc, on comprend un peu que pour la plupart des enfants, ce sont leurs super pouvoirs, leurs rêves, sont qui ils sont au fond d'eux-mêmes, qui leur donnent la capacité justement d'imaginer tout ça. Mais avec Peter, on ne sait jamais totalement si c'est de l'imagination pure ou pas. Et ils vont rencontrer un sinistre personnage qui s'appelle, bien, que Peter va baptiser Virgule, qui est un homme qui semble toujours être présent là, qui se présente à un moment donné comme étant un espèce de monsieur, un véhicule avec plein de choses à l'intérieur, des récompenses et tout. Donc, automatiquement, Peter et Amandine s'en méfient parce qu'ils sont comme « Oh mon Dieu, c'est un étranger à qui on ne doit pas parler. » Mais rapidement, ils vont comprendre que c'est un monsieur, en fait, qui, on dirait qu'il sait lire dans l'âme un peu des autres. Puis, il sait c'est quoi les désirs de chaque enfant. Puis, il a l'air à marchander un peu. Genre en disant, ben, est-ce que tu veux des bonnes notes à l'école ou courir le plus vite possible? Puis là, ben, l'enfant va dire, ben, dans le fond, j'aimerais peut-être avoir des bonnes notes à l'école. Fait qu'il fait comme, OK. Mais dans le fond, la condition, c'est que l'enfant ne courra plus vite, le plus vite possible. Donc, c'est comme si un peu il saisissait les rêves des enfants en otage. Donc, ça, c'est un petit peu, évidemment, en mode
on a l'impression que c'est un peu comme au figuré, mais c'est quand même concrètement ça qui se passe. Évidemment qu'il y a une grosse analogie avec l'enfance, la perte de capacité d'imaginer, l'espèce de pression de la société des enfants qui se trouvent automatiquement une profession, quelque chose de correct à faire qui n'est pas nécessairement un rêve. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui veut justement courir, ben je sais pas moi, il pourrait devenir, je dis n'importe quoi, mais concepteur de, je sais pas, de chaussures, de courses justement, tout pour ne pas justement encourager les rêves et tout. Cet homme-là va finir par se retrouver un peu plus tard dans le parcours de ces enfants-là comme orienteur dans leur école. Donc, vous voyez un peu comment ça va. Il va y avoir des liens qui vont se tisser, plus particulièrement entre Peter et Amandine, une espèce de rébellion contre justement cette espèce d'état-là de vouloir rester dans le rêve un peu dans l'enfance sans se laisser amollir par les dictats en fait de ce qu'on devrait faire à l'âge où on est rendu. En même temps, une espèce d'histoire justement d'amour entre Amandine et Peter. Toujours la menace de ce fameux monsieur virgule-là qui est là, qui va potentiellement parvenir à s'insinuer un peu partout. Est-ce que Peter va résister? Est-ce qu'Amandine va résister? À date, c'est super touchant. C'est tellement bien écrit. C'est vraiment, vraiment bien écrit. On peut juste s'en délecter. Évidemment que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. On sent que ça s'enligne peut-être pour une revanche de l'enfance, entre guillemets, malgré l'âge adulte. Ou plutôt, disons, une espèce de comment transformer ses contraintes en opportunités créatives. Mais là, quand je dis comme ça, c'est super rationalisé. Puis ça fait pas honneur du tout à justement ce qui est le propos, la prémisse de cet opuscule-là un peu particulier. En tout cas, je vais le terminer sans doute aujourd'hui là, parce que j'ai du chemin à faire. Mais dès que j'ai terminé, je vous en parle. Mais jusqu'à maintenant, je vous dis, là, ça s'enligne aussi pour être minimalement un coup de cœur. Donc, je suis comme super contente d'avoir découvert ça, en fait, par hasard. Alors voilà, vite, la lumière est en train de complètement tomber. J'espère que vous allez me voir vaguement. Ben voilà. Donc, on se revoit quand je vais avoir terminé la théorie du bourdon. À tout de suite. Bonjour! Alors, nous revoici dans notre rendez-vous hebdo en mode studio mobile avec un côté de visage très éclairé. Désolée. Parce que, en fait, j'ai terminé l'écoute plutôt de la théorie du bourdon de Paul Joubert et je sais pas trop ce que je pense finalement. Bon, ce que je peux dire, c'est je pense que c'est juste parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, même si c'est quand même ça en partie. C'est-à-dire que je m'attendais un petit peu à, juste les noms que je vous ai mentionnés, là, Mathias Malzieu, entre autres, pour un baiser jamais recensé, etc. Je m'attendais un petit peu à une éloge du rêve, une éloge du rêve par rapport aux décisions qu'on peut prendre en raison de la société et qui nous ancre un peu trop dans la réalité et qui nous déconnecte un peu trop de nous-mêmes. Donc, je pensais vraiment que c'était dans ce sens-là. Donc, on allait mettre le rêve comme étant le numéro 1, finalement, la voie à prendre inévitablement. Finalement, c'est un peu plus nuancé. Je pensais que c'était comme une fable onirique. C'est quand même une fable, je crois. C'est un peu une fable. Mais finalement, c'est pas nécessairement une éloge en particulier. C'est plutôt une fable qui nous raconte l'importance du rêve pour l'humain, à quel point le rêve vient naturellement quand on est enfant
à quel point il faut s'attendre à ce que potentiellement on ait amené plus une bataille pour le conserver au fur et à mesure qu'on avance à la fois dans notre parcours scolaire et ensuite dans la société, dans le sens où on va avoir de plus en plus de pression, peu importe sous quelle forme. Ici, c'est comme personnifié par le personnage de Virgule. Donc, celui qui, pour rappel, celui qui, un peu, j'ai pas court après les rêves des autres pour les ramener de force dans la réalité dès le plus jeune âge. Donc, c'est quand même ça qui est là. Mais on n'a pas nécessairement la fin qu'on souhaite. C'est-à-dire que c'est correct, là. C'est un peu une fin ouverte. Ça se termine, mais pas tant que ça. Les personnages auxquels on s'attache vont prendre des décisions qui vont faire en sorte, en tout cas pour le personnage principal, il prend des décisions un peu morally grey, c'est correct si ça lui ressemble, mais c'est quand même des décisions morally grey. Je vous en dirai pas plus parce que sinon je vais vous divulgacher, c'est tellement court, c'est un opuscule très court, puis en livre audio aussi. Il prend des décisions discutables et confrontantes potentiellement. Pourtant, il demeure le même humain un peu rêveur attachant, mais il prend des décisions qui font en sorte que ça le mène à un endroit où on ne l'attendait absolument pas, où je ne pense pas que lui-même s'attendait à se trouver. Et ça nous amène à une espèce de revirement de situation vers la fin où l'auteur nous fait basculer complètement la perception en nous demandant même si il faut qu'on comprenne comme une quatrième dimension un peu à cette fable-là en regard de comment la vie du personnage principal a évolué, le rôle éventuellement qui va décider, qui va être le sien dans sa vie. Voilà, c'est dur de vous en parler sans vous en parler. Est-ce que j'ai quand même apprécié ça? Oui, l'écriture est superbe. Ça, c'est indiscutable. L'écriture est superbe. C'est en effet une écriture qui est indubitablement Mathias Malzieu-esque. C'est doux, c'est juste, il y a plein d'émotions, ça chante entre guillemets quasiment, ça nous amène, ça nous fait rêver, ça nous fait voler. Mais c'est pas juste on n'est pas juste dans, disons, la douceur du nuage. On peut être aussi dans l'ombre ou les intempéries que ça peut créer. Donc, la plume n'est absolument pas ce pourquoi je suis un peu mitigée. Au contraire. Les personnages proposés non plus, parce que c'est quand même un peu des personnages qui font des clins d'œil un peu à des personnages archétypaux. Puis comme on est un petit peu plus dans un roman qui est un peu plus de type fable philosophique, ça va. Puis on s'attache quand même aux personnages. La preuve, c'est que ça m'a dérangé, en fait, le parcours des personnages. Donc, je me suis attachée aux personnages. Donc, ça aussi, ça fonctionne super bien. Après, c'est vraiment où il amène le lecteur. C'est sûr que si c'est pas un livre qui fait que vous allez terminer ça avec... En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est pas un livre qui m'a inspiré à faire les choses, à voir les choses autrement par une approche positive, mais plutôt un peu qui m'a amené à me laisser porter par tout ça pour ensuite me faire bien ramasser par la réalité. Donc, je pense qu'il y a des façons différentes d'arriver au même résultat, mais je pense que l'approche qui a été finalement prise par l'auteur à partir de peut-être la moitié du livre, ça me convenait moins, mais c'est une approche qui se défend absolument. Donc voilà. Est-ce que je vous le conseille? Oui, tout à fait. Je serais super curieuse de voir ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous l'avez déjà lu, moi, je ne l'ai complètement pas vu passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais donc d'ailleurs, si vous l'avez déjà lu, je vous invite à vous manifester en commentaire. Je suis très curieuse de voir ce que vous en avez pensé. Mais c'est définitivement un auteur que je suis contente d'avoir découvert, pardon. C'est un auteur qui est plus connu sur Insta et TikTok, c'est ce que j'ai vu, une espèce de poésie spontanée des réseaux sociaux. Mais vraiment, il y a une qualité là qui est indubitable. Donc, si jamais il y a autre chose qui sort, je vais sans doute être assez curieuse pour y aller. J'ai juste été ébranlée, disons, par la proposition qu'il a faite, en fait, comment se développe la proposition qu'il fait. Puis bon, j'ai été moins fan, disons, de la deuxième partie. Mais voilà. Et savez-vous quoi? Je pense que ça va être la dernière lecture du vlog. C'est quand même assez conséquent. Je vais le clore maintenant, puis je vais en commencer un nouveau.
Puis comme ça, ben, on pourra repartir en neuf pour une nouvelle semaine livresque. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je viens de vous dire tout à l'heure par rapport à la théorie du bourdon, mais de toute façon, à vous manifester en commentaire si ça vous dit. C'est toujours super intéressant pour moi. Puis, ben, nous autres, on se retrouve avec, j'espère, autant de votre côté que du mien, des superbes lectures. Donc, on se retrouve tout bientôt. À la prochaine!